Primo Levi, si c'est un homme, partie 5. Au signal de la cloche, on a entendu la rumeur du camp qui s'éveille dans l'obscurité. D'un seul coup, l'eau jaillit des conduites, bouillante. 5 minutes de béatitude. Mais aussitôt après, 4 hommes font irruption et, tout trempés et fumants, nous poussent à grand renfort de coups et de hurlements dans la pièce glacée qui se trouve à côté. Là, d'autres individus vociférants nous jettent à la volée des nippes indéfinissables et nous flanquent entre les mains une paire de godillots à semelles de bois. En moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre, nous nous retrouvons dehors, dans la neige bleue et glacée de l'aube, trousseau en main, obligés de courir nus et déchaussés jusqu'à une autre baraque à 100 mètres de là. Et là, enfin, on nous permet de nous habiller. Cette opération terminée, chacun est resté dans son coin, sans oser lever les yeux sur les autres. Il n'y a pas de miroir, mais notre image est devant nous, reflétée par 100 visages livides, 100 pantins misérables et sordides. Nous voici transformés en ces mêmes fantômes entrevus hier au soir. Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît. Nous avons touché le fond. Il est impossible d'aller plus bas. Il n'existe pas. Il n'est pas possible de concevoir conditions humaines plus misérables que la nôtre. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écoutent pas. Et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Nous savons, en disant cela, que nous serons difficilement compris, et il est bon qu'il en soit ainsi, mais que chacun considère en soi-même toute la valeur, toute la signification qui s'attache à la plus anodine de nos habitudes quotidiennes, aux 1000 petites choses qui nous appartiennent et que même le plus humble des mendiants possède. Un mouchoir, une vieille lettre, la photographie d'un être cher. Ces choses-là font partie de nous, presque autant que les membres de notre corps, et il n'est pas concevable en ce monde d'en être privé, qu'aussitôt nous ne trouvions à les remplacer par d'autres objets, d'autres parties de nous-mêmes qui veillent sur nos souvenirs et les font revivre. Qu'on imagine maintenant un homme, privé non seulement des êtres qu'il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout, enfin littéralement de tout ce qu'il possède. Ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité. Car il n'est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même. Ce sera un homme dont on pourra décider de la vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune considération d'ordre humain, si ce n'est tout au plus le critère d'utilité. On comprendra alors le double sens du terme camp d'extermination et ce que nous entendons par l'expression toucher le fond. Häftling. J'ai appris que je suis un Häftling. Mon nom est 174 517. Nous avons été baptisés et aussi longtemps que nous vivrons, nous porterons cette marque, tatouée, sur le bras gauche. L'opération a été peu douloureuse et extrêmement rapide. Il nous a fait mettre en rang par ordre alphabétique, puis on nous a fait défiler, un par un, devant un habile fonctionnaire muni d'une sorte de poinçon à aiguille courte. Il semble bien que ce soit là une véritable initiation. Ce n'est qu'en montrant le numéro qu'on a droit au pain et à la soupe. Il nous a fallu bien des jours et bon nombre de gifles et de coups de poing pour nous habituer à montrer rapidement notre numéro
afin de ne pas ralentir les opérations de distribution des vivres. Il nous a fallu des semaines et des mois pour en reconnaître le son en allemand. Et pendant plusieurs jours, lorsqu'un vieux réflexe me pousse à regarder l'heure à mon poignet, une ironique substitution m'y fait trouver mon nouveau nom, ce numéro gravé sous la peau en signe bleuâtre.